Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle FAQ. Comment tu vas, Fred? Impeccable. Tout d'abord, les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde et on le fera avec grand plaisir. Les amis, on a pas mal de questions sur la préparation physique qu'on va aborder. On en a sélectionné quelques-unes que je trouve pertinentes. C'est Garvin qui nous dit « Bonjour Clément et Fred, vous témoignez souvent du mauvais transfert entre l'haltérophilie et le MMA. Comment peut-on l'expliquer que l'haltéro ne se transfère pas au MMA? Sur le papier, l'haltéro fait pourtant bien gagner en puissance et en force. Merci beaucoup pour votre travail et votre pédagogie. » Alors, on ne dit pas que tu ne gagnes pas. On dit juste qu'il faut faire la distinction en fait, entre la notion de gain et la notion de gain par rapport au risque que tu encours. Et souvent, c'est ça qu'on ne prend pas en considération. C'est-à-dire on va faire de l'haltérophilie pour gagner en puissance, mais on ne prend pas en considération les risques que ça peut occasionner. Et si tu fais de l'haltéro plus des sports de contact, par exemple comme le rugby ou la lutte ou le MMA, ça t'amène en général sur une surcharge. Et surtout la technicité qu'il faut pour l'haltérophilie. C'est quand même du temps, de l'apprentissage qui est énorme. Est-ce que vous avez ce temps pour le faire et est-ce que vous ne pouvez pas mettre ce temps pour autre chose au final, pour avoir les mêmes gains ou voire même avoir de meilleurs gains? Souvent, on dit, il y avait un entraîneur d'haltérophilie qui disait l'haltérophilie ne tolère pas la médiocrité. Et je suis entièrement d'accord. Ouais, c'est un sport à part entière. C'est un sport à part entière et il faut bien sûr que tu peux retrouver. C'est-à-dire qu'à travers le MMA, je suis sûr que le MMA peut apporter à l'haltérophilie parce que vous pensez que le corps humain il fait une distinction entre soulever un corps et une barre. Mais le corps humain, il ne sait pas lui. Le corps humain il répond à une problématique, tout simplement. Et à partir du moment où il répond à une problématique, il crée des adaptations. Mais tu t'aperçois que quand tu vas faire... mais ça ne te viendrait pas à l'idée, je veux dire par rapport à un haltérophile, de faire du MMA pour progresser en haltérophilie. Alors pourquoi on devrait faire de l'haltérophilie pour progresser en MMA? Tu vois, c'est ça en fait la véritable question. C'est pourquoi tu devrais faire de l'haltérophilie pour progresser en MMA, alors que les patterns, déjà, n'ont strictement rien à voir, et qu'il n'y a aucun mouvement que tu peux retrouver en MMA où tu es comme ça. Déjà, à partir de là. Et après, mais ça, on le préparera pour notre formation, on expliquera vraiment la distinction, en fait, entre les disciplines. Après, c'est comme tu peux avoir du grip en faisant de l'escalade, mais est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de se faire des blessures fou, hein. En escalade, il y a énormément de blessures, des épaules qui sont déboîtées. Ouais, même les arrachements du cheflon, du biceps, etc. Pour améliorer son grip, est-ce que tu n'as pas des moyens plus sûrs et moins contraignants pour améliorer ton grip? L'haltéro, c'est pareil. Tu peux avoir des résultats aussi bons, voire meilleurs, sans prendre le risque et sans passer du temps à apprendre l'haltérophilie. Parce qu'il faut apprendre l'haltérophilie. C'est une discipline à part entière. Il faut la respecter. C'est des heures de drill, hein. C'est du drill, bien sûr. Des complexes haltéro pour la maîtriser. Et donc tout ce temps passé à l'haltérophilie, est-ce que tu peux pas l'exploiter à faire autre chose? Il y a des patterns qui s'en rapprochent plus et qui sont beaucoup plus intéressants. Maintenant, est-ce que tu ne peux pas en tirer de bénéfices? On ne dit pas ça. Tu peux en tirer des bénéfices, nous on en a tiré. Mais pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ça, je vous le garantis. Salut les coachs, Pierre qui nous dit. Pour la prochaine FAQ, si on ne l'entretient pas, est-ce que le cardio se perd rapidement? Combien de jours, semaines par exemple? Alors c'est très compliqué comme question parce que ça dépend déjà du type de cardio. Il y a des personnes, par exemple, qu'on coach, qui ont pris de la force et du coup qui ont gagné en économie de course. Donc automatiquement, quand ils recourent derrière, ils n'ont pas le sentiment d'avoir perdu du cardio. Mais à proprement parler, peut-être qu'ils en ont perdu. Il faudrait faire des tests spécifiques avec un cardio-fréquence-mètre. Mais peut-être qu'effectivement, sur leur temps, ils ont pas, leur chrono n'a pas bougé. Ils ont une foulée plus... Voilà. Donc en fait, c'est assez compliqué. Alors après, il y a des données, hein. Il y a pas mal de papiers qui se sont penchés dessus sur on va dire sur certaines compétences physiologiques. À quel moment tu commences à perdre de la force, à quel moment tu commences à perdre de l'endurance fondamentale, ainsi de suite, et de l'endurance de force. Alors c'est un peu, tu trouves tout et son contraire, hein, bien entendu. Mais je pense qu'à partir de 2 semaines, déjà, en tout cas, de ce que nous on a pu noter, de ce que j'ai lu, tu commences à avoir déjà des effets négatifs. Hein, pour le cardio? Pas seulement, pour tout. Pour tout, ouais. Voilà. Maintenant, attention, tu as des gens qu'après 2 semaines, ils peuvent faire leur 1RM, tu vois. Ouais.
Donc, parce qu'on a flux nerveux, donc il faut être très très vigilant. Toutes les qualités ne se valent pas. Hein, et toutes les qualités ne répondent pas du tout de la même manière, en fonction du repos, en fonction de la vie, en fonction aussi. Et quand tu dis je ne l'entretiens pas, ça veut dire quoi aussi? Est-ce que tu fais quelque chose d'autre à côté? Ça aussi, c'est des questions qui méritent d'être posées. Parce que souvent, on va dire, par exemple, le mec qui court pas mais qui va faire du tennis pendant 2 semaines, il court. Oui. Tu vois, comme je dis, le corps ne fait pas de distinction. Qui fait du paddle ou qui fait, oui, bien sûr. Tu te déplaces, tu bouges. Et donc lui, le corps, il fait pas de distinction. Il sait pas qu'il va faire un footing. Maintenant, c'est sûr que l'intensité risque d'être la même, bien sûr. Ouais. On dit pas ça. Hein. Après, dans tous les cas, si tu ne fais rien, dans tous les cas, bien sûr, tu vas perdre ton cardio. S'il suffisait de rien faire pour garder son cardio, tout le monde aurait un cardio illimité. Hein. Ah oui, mais complètement. Et tu vois, hier, j'avais un élève qui me disait, j'ai fait mes tests, Clément, depuis que je suis avec toi, j'ai fait mes tests sur le développé couché, j'ai perdu en développé couché. Et lui, il fait des sports de combat. Ouais. J'ai dit, mais ton but, c'est quoi? C'est d'être champion. Parce que le développé couché, le deadlift et le squat, c'est des épreuves. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est des épreuves dans une discipline à la base. En force athlétique. Voilà, ou en powerlifting. C'est pas en fait, c'est les préparateurs qui ont utilisé ça pour avoir un feedback. Ouais. Mais des feedbacks, tu peux en créer toi-même. Oui, tu peux créer tes propres outils de feedback en fonction de ta discipline. C'est devenu les feedbacks les plus connus. C'est des feedbacks qui sont connus. Mais moi, mon but, c'est pas de faire de toi un champion de force athlétique. Mon but, c'est de faire de toi un combattant athlétique. Et pas le champion du basic fit du coin en développé couché. Ça, je m'en contrefous. Après, il y a un côté aussi rassurant pour la personne d'améliorer son développé couché. C'est plus le côté psychologique, le fait de se dire j'ai gagné en développé couché, j'ai gagné en puissance, du coup, je suis en meilleure forme. Mais pas forcément. Tu peux gagner en développé couché et perdre sur tous les autres aspects derrière. Oui, on en a vu ici qui ont gagné en développé couché, hein, que ce soit en endurance de force ou sur leur 3RM par exemple, et qui ont perdu en puissance de frappe quand on l'a mesuré avec des accéléromètres ou avec le capteur de puissance. Donc c'est là où il faut être vigilant. Est-ce que tu veux frapper plus fort ou est-ce que tu veux être meilleur au développé couché? Est-ce que tu veux courir plus vite ou est-ce que tu veux être meilleur sur ton back squat, et ainsi de suite. Donc en fait, il faut avoir toujours cette notion de transfert. Est-ce que ça peut t'apporter? Certainement. Mais c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'il faut individualiser. Maintenant, si tu me dis, attention, il y a des gens qui me disent, coach, moi j'aime bien les tractions, j'aime bien les dips, est-ce que je peux l'intégrer dans mes séances? Ça, c'est autre chose. Parce qu'après, c'est un besoin. Et il faut que l'entraînement soit ludique aussi également. Ouais. Tu ne peux pas le négliger cet aspect-là. Parce que c'est l'adhésion le plus important dans la préparation physique. Surtout pour durer. Exactement, c'est ce que je dis toujours. Si tu ne crois pas en ton programme d'entraînement, ça va être... prends pas un minimum de plaisir quand même. Voilà. Ça va être extrêmement difficile de durer dans le temps. Ouais. Le plus important en préparation, c'est l'adhésion. C'est croire en ce que tu fais. Peu importe ce que tu vas faire. Si tu crois en ce que tu fais, tu vas tenir sur le court, moyen et long terme. Tout simplement. Et en premier, tu dois adhérer. Et après, derrière, et bien sûr, tu vas faire du spécifique en fonction de tes objectifs, de tes problématiques et tout ce qui s'ensuit, de tes leviers, etc. Mais si tu ne crois pas en ce que tu fais, si tu ne crois pas, alors si tu es coaché à ton coach, etc., il y a sa méthode, dans sa vision, dans sa posture, dans sa sensibilité, ça peut devenir très complexe. Et comme pour les sports de combat, c'est pareil. Hein, si tu ne crois pas en ton coach, qu'il soit bon ou pas, dans le cours, tu seras là sans être là. Exactement. Je veux dire, tu n'arriveras pas à assimiler, si tu ne crois pas au coach qui donne le cours, le même cours, la même personne qui va croire en cette même personne va progresser 10 fois plus. Parce que lui, juste le fait d'y croire, son cerveau il va être focus, il va absorber ce qu'on lui dit. Et alors que le fait d'aller dans un cours sans y croire, tu fais acte de présence. Oui. Et la croyance permet l'assimilation. C'est tout. Alors c'est une bonne question, c'est Hugo qui dit: salut les gars, question pour la prochaine FAQ. Il vaut mieux s'entraîner beaucoup en tournant légèrement ou s'entraîner moins mais plus lourd? En sport de combat, c'est? Alors je ne sais pas s'il veut dire peut-être plus intensif. On va dire ça, allez, on va dire c'est tourner de manière plus intensif, combat, parce que c'est peut-être ça qu'il a voulu dire. À mon avis, il s'est mal exprimé, mais je pense que c'est ça. Et c'est une bonne question, hein. C'est une très très bonne question parce que les deux se valent. Ouais. Moi je dirais la première, ce qu'il a dit au début, tourner beaucoup, mais légèrement, mais hors combat.
D'accord. Et quand tu as une échéance, tu sais que tu as ta date, commencer à réduire le volume pour monter en pour intensité. Ouais. Mais sinon, quand tu n'as pas vraiment d'échéance, parce que plus tu montes en intensité, plus tu as le risque de blessure. Oui, bien sûr. C'est déjà même en tournant légèrement, tu as un risque de blessure dans tous les cas. Alors si en plus tu rajoutes des risques, et le but c'est comme on dit, c'est de durer. Donc si t'as pas d'échéance, le but c'est de faire du volume. Le but c'est de faire vraiment du volume, de la qualité de volume pour assimiler le plus, pour mettre le plus de cordes à son arc. Et après, par contre, dès que tu as une échéance, tu peux plus rajouter une corde. Tu fais ce que tu sais faire de mieux, de manière intense, enfin de manière la plus proche possible d'un combat. Si c'est un 2x5, si c'est un 3x5. Oui, tu vas reproduire ce que tu vas rencontrer pendant ton échéance. Voilà, exactement. Mais après, sinon, je suis contre la haute intensité. Sur l'année, tu veux par dire. exemple, faire un 3x5, alors que tu sais que tu n'as pas d'échéance, moi je suis contre. Oui, il vaut mieux faire plus, faire des thèmes, oui, travailler un peu exactement, intelligemment, exactement. essayer de combler certains axes d'amélioration. Exactement, tu as des points faibles, tu les travailles, tu en profites pour faire beaucoup de volume sur ce point-là, et ainsi de suite. Mais moi, je vois pas pourquoi faire un vrai 3x5 haute intensité si tu n'as aucune date. À part pour te rassurer, à part pour... mais même pas, franchement... Oui, c'est des risques de blessures inutiles. Ouais, voilà. Déjà, même en faisant de la faible intensité, tu peux te blesser. En MMA, on a vu des blessures, mais des trucs bêtes. Surtout en cours groupé où tu as le mec qui te tombe dessus. Parce que le mec, il a pas vu, il est tombé dessus. Ouais, parce que tout le monde va à fond comme des dingues, etc. Alors que c'est vrai que si tu vas de manière modérée, automatiquement, déjà, tu es plus conscient de ce qui se passe à côté de toi. Exactement. Les impacts de frappe, elles sont moins lourdes. Donc, du coup, le fait de réduire les blessures sur le long terme, c'est le plus important. Pour moi, c'est le nerf de la guerre. Complètement, c'est duré. Hein. C'est duré, exactement. Vaut mieux tout le temps à 80% qu'être 2 fois à 100%. Quoi. Exactement. Et comme il disait c'était Firas Zahabi qui disait tu peux faire c'était James Toney qui a été champion en faisant un vrai sparring tous les jours. Il faisait ses 12 rounds, allez, 3-4 fois par semaine, il faisait 12 rounds à fond, comme un vrai combat. Et il a été champion, donc cette méthode elle marche aussi. Il dit sauf qu'aujourd'hui, pour parler, il a besoin d'être sous-titré parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Et attends, tu parles d'un boxeur qui avait une organisation défensive comme on a rarement vu aussi. Ouais. C'est-à-dire que c'est un mec qui prenait très peu de coups, en plus par-dessus le marché. Défensivement, Toney, c'était incroyable. Incroyable. Et il a mal fini, entre guillemets, c'est ce qu'il nous disait Firas, que aujourd'hui, il n'arrive plus à s'exprimer. Donc, tu peux être champion, mais à quel prix? Oui, non, bien sûr. Ça. Donc, autant essayer de minimiser les risques et les dégâts pour la santé. Riton qui nous dit: je suis pratiquant de jiu-jitsu brésilien et je voudrais commencer une préparation physique en vue d'une compétition. Comment faire pour choisir un bon préparateur physique ou coach sportif pour la mise en place de cette préparation physique? S'il pratique, c'est bien, parce qu'il va comprendre la logique interne de sa discipline. C'est pas forcément nécessaire non plus. Hein. Mais je sais que je trouve que c'est beaucoup plus facile quand on prépare des individus, nous, dans nos sports, dans les sports dans lesquels on a évolué, que de pratiquer des sports qui sont un peu plus loin des nôtres, tu vois. Ouais. Alors oui, bien sûr, au contraire, ça nourrit ta réflexion. Moi, j'aime beaucoup entraîner les coureurs en ce moment, parce que je cours pas, donc ça me permet de me documenter. Ouais, t'intéresser à la discipline. C'est ça. Mais c'est vrai que t'as plus de facilité dans son domaine. T'as plus de facilité à comprendre les problématiques d'une discipline pour pouvoir établir une programmation quand tu l'as pratiquée, non seulement en loisir et en compétition. Ouais. C'est pour ça que je dis, non seulement un entraîneur il doit s'entraîner, mais si en plus ton entraîneur il a fait de la compétition, c'est encore mieux là. Là c'est encore mieux, parce que non seulement il connaît les contraintes de la réglementation, les contraintes de l'adrénaline, de l'enjeu, et surtout le contexte. À quelle heure tu vas passer, comment ça se passe en général. On te dit tu vas passer à 10h, mais en fait finalement tu passes plus tard. Comment se passent les pesées, etc. Donc il maîtrise un ensemble de données qui va au-delà juste du sport en lui-même. Ouais. C'est ça. Et là, il peut répondre. Voilà. Donc, essaye de trouver un préparateur physique qui a pratiqué. N'hésite pas à nous contacter. On en prépare énormément des grappleurs, des judokas, des combattants de MMA. Et aujourd'hui, maintenant, avec les réseaux sociaux, le préparateur n'a plus besoin d'être là en physique. Selon moi, ça n'a plus rien à voir. On a autant de bons résultats avec les gens qui viennent sur place qu'avec les gens qui sont à distance. Donc, au final... Aujourd'hui, tu peux échanger directement avec les individus. Avant, c'était des PDF, c'était des mails. Là, maintenant, tu envoies un message au mec, le mec qui te répond. C'est plus facile. Et surtout, il faut que tu crois à l'entraîneur et au préparateur. Ça, c'est vraiment, comme je dis, c'est le plus important. Zepekini qui dit:
Merci pour le taf, les balaises. Merci à toi. FAQ. Comment gérer les blessures quand on a fait de la musculation et du MMA? Je me blesse en muscu et ça m'empêche de faire du MMA et parfois c'est l'inverse. Alors déjà, si tu te blesses en muscu, c'est qu'il y a un gros problème. Alors, peut-être pas dans ta programmation actuelle, mais peut-être dans ta programmation que tu as effectuée par le passé. Parce que souvent, les blessures, quand tu te blesses, c'est juste le résultat, à moins accident, hein, parce que c'est la différence réellement, on va dire, de la blessure d'usure et de l'accident. L'accident, c'est une haltère qui glisse, bon, ça tombe sur la tête, là, ça t'ouvre, bon, c'est un accident, mais ça arrive dans les zones de muscu. Ou alors, après, à force, par rapport à tout ce que tu as fait avant, et tu faisais tout et n'importe quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis étonné de ne pas être pété, hein, parce qu'il fait pas mal d'erreurs. Par rapport à ce que tu avais fait avant, et bien, du coup, des fois, tu peux avoir une très bonne programmation aujourd'hui et avoir fait payer les séquelles du passé. Exactement. Exactement. Et c'est ça, il faut déjà arriver à identifier ce qu'on fait. Et quand tu es pratiquant, identifier ce que tu fais et arriver après derrière à le réorienter pour pas subir des problèmes ou des petites traumatologies, des pathologies qui pourraient après s'aggraver et par la suite te nuire dans ta pratique, que ce soit bien dans le spécifique, en l'occurrence le MMA, ou dans ta vie de tous les jours. Parce que le pire, c'est dans ta vie de tous les jours. Hein, ça t'empêche de dormir, de marcher. Tu vois, ça t'handicape carrément au quotidien. Là, c'est terrible. Parce que le sport, tu le fais pour être en bonne santé. Tu le fais pas pour te détruire. Hein. À la base, voilà. Tu vois, Gundy il dit toujours, je fais du bodybuilding, donc c'est de la construction. Je fais pas de la destruction. Et voilà. Donc après, un MMA, c'est autre chose. Un MMA, c'est pas que toi. Il y a aussi de l'adversité, il y a aussi le fait que tu prennes des coups. Donc des fois. Et en plus, le MMA, tu le fais pas. À la base, tu le fais pas pour la santé. C'est vrai. C'est pas. Si tu arrives à améliorer ta condition physique, mais c'est pas le but du MMA. Le but du MMA, c'est d'être un meilleur combattant. Donc de meilleur techniquement, de battre un adversaire. Mais le but, c'est pas de réduire les blessures. Bien sûr. C'est comme tu fais pas du rugby pour ta santé. C'est un sport où tu fais pour performer. Pour performer hein. Après, attention, si tu es un pratiquant loisir, que tu veux t'émanciper, te défouler, ça c'est autre chose. Là, il y a un facteur psychologique qui rentre en compte. Bien sûr, après, tu fais du sport, tu te bouges, tu t'actives, donc automatiquement, les calories. Voilà. Ça a des bénéfices sur la santé. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est pas la logique de la discipline. La logique de la discipline, c'est quand même de mettre hors d'état de nuire ton adversaire. Il faut s'en rendre compte. Tu fais pas ce sport-là à la base pour la santé. C'est pas le but premier, c'est d'être un meilleur combattant. Voilà. Donc il faut que tu arrives déjà à identifier ce que tu fais et à partir de là, tu essayes d'y remédier. C'est pour ça que moi, je ne fais pas mes programmes, par exemple. C'est Fred qui les fait. Parce que j'ai aucune objectivité. Ah ouais, non, mais... Pour moi, tout ce que je fais, c'est bien. Ouais, pareil, moi, si je m'écoutais, je ferais que du tirage. Et moi, je mangerais que des hamburgers. Salut les gars, petite et rapide question. Comment faire pour commencer le MMA à 24 ans en sachant que j'ai juste fait du basket pendant 10 ans et seulement 2 ans de boxe thaï? Il y a longtemps. Des conseils pour rattraper le retard technique? C'est le volume. Hein. Ouais, là, il n'y a pas de secret. Là, c'est bouffer des heures de vidéos, de techniques, d'entraînement. Là, c'est limite, j'ai envie de dire, être un moine pendant 4-5 ans. Si tu veux rattraper vraiment le retard, complètement. Là, c'est pendant 4-5 ans, tu t'enfermes et tu t'entraînes le plus que tu peux, le plus intelligemment que tu peux, en regardant le plus de vidéos que tu peux, en prenant le plus de notes que tu peux, le maximum de feedback technique que tu peux. Et si tu es doué, tant mieux. Et si tu n'es pas doué, ça va être compliqué après. Voilà, c'est vrai que, en fait, si tu attaques avec du retard, malheureusement, il n'y a que le volume. Alors, la qualité du volume, hein, comme il dit, tu ne fais pas pour faire. Pour le volume, Voilà, la qualité du volume, mais malheureusement, il n'y a que le volume qui peut rattraper ça. Et après, avoir un bon feedback, comprendre ce que tu fais. Comprendre ce que tu fais, le noter et le rediriger si, mettons, il y a des orientations que tu vois que ton niveau technique, pédagogique, etc., n'évolue pas, quoi. Hein. Et tactique aussi. Parce que tu auras beau faire la meilleure, les cours les plus efficaces au monde. Si tu le fais que 2 fois par semaine, il y a tellement de choses à apprendre que tu ne peux pas rattraper un retard avec 2 fois par semaine. Faut envoyer. Il faut bosser. Hein. Faut bosser, il faut se documenter. Et il n'y a que ça qui peut rattraper malheureusement le temps. Alors. J'ai plein de questions, j'essaie de savoir parce que j'ai perdu celle que je voulais. Alors, salut les gars. Est-il possible de concilier prise de masse et grappling en même temps? Alors complètement, hein, parce que la prise de masse, déjà, il faut savoir que c'est en corrélation avec ce que tu vas consommer en termes de calories.
déjà, pour commencer. C'est-à-dire que si tu manges, je te dis une bêtise, tu dépenses 3000 calories par jour et que tu en manges 1000, automatiquement, ça va être compliqué. Par contre, si tu dépenses 3000 calories par jour parce que tu t'entraînes tous les jours en grappling, par exemple, mais que tu en manges 4000, tu vas grossir. En tout cas, il y a de fortes probabilités que tu grossisses. C'est quand même plus compliqué. C'est quand même plus compliqué de prendre de la masse avec du grappling que sans grappling. Ah non, mais complètement. De toute façon, du moment que tu as une dépense énergétique, ouais, voilà. Donc, quelle que soit la dépense, hein, tu vas avoir plus de difficultés. Par contre, je peux te certifier que si tu fais pas mal de grappling, que tu forces, que tu fais de la lutte, etc., tu vas te développer, mais vraiment quoi. Ouais. Si tu consommes suffisamment de protéines, si tu voilà, après si tu manges des McDo tous les jours, c'est sûr que tu vas pas te développer comme tu le souhaites. Mais en tout cas, sache que comme je dis, le grappling c'est de la musculation avec un corps humain qui bouge, qui se déplace. Donc ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Et j'ai l'impression des fois qu'on ne s'en rend pas forcément compte. On mélange un peu tout. Maintenant, c'est sûr que le travail que tu vas faire en dissocié, par exemple avec des charges additionnelles des machines, permet de mieux isoler. Ouais. C'est là la différence. Et de vraiment cibler un type de travail. Parce qu'effectivement, en grappling, c'est très difficile de cibler un type de travail. Parce que tu dépends de l'adversaire. Par exemple, il y a des combats où peut-être tu vas travailler la force max, on va dire en répétition. Peut-être des combats où tu vas travailler l'endurance fondamentale parce que tu vas léger, parce que le mec n'est pas très bon, et ainsi de suite. Mais tu choisis pas au final. Ouais, tu choisis rarement. Et en fait, c'est ça aussi qui est un peu, un peu handicapant pour le développement athlétique. Maintenant, tu as des mecs qui font que ça et qui ont des physiques incroyables. Hein. Après, c'est bien sûr que c'est pas optimal pour prendre de la masse. Hein. C'est pas. Tu vois, je crois le Géorgien là. Il y a un Géorgien qui est connu en lutte là. Lequel ? Je sais plus, il est imprononçable son nom. Ouais. Il fait 98 kilos, le mec, il est incroyable. Incroyable. C'est le mec qui peut aller à l'Olympia presque. C'est un monstre. C'est un titan. T'as des mecs qui ont des génétiques de malade, genre Romero. Ah oui. Je serais même pas étonné qu'il ait jamais soulevé une haltère. Hein. Oui, non, mais je pense qu'il faisait un peu de prépa physique. On vous le dit, par exemple, si vous voulez prendre de la masse, et vous avez du mal à prendre de la masse, c'est pas le grappling. Ah oui, non, mais là, c'est pas faire du grappling pour prendre de la masse. Hein. Non, c'est sûr. Vous faites du grappling parce que vous aimez ça et que vous voulez pratiquer. Voilà. Est-ce que ça va t'handicaper pas forcément. Est-ce que ça va te, comment ça s'appelle, est-ce que ça peut te freiner? Oui, bien sûr. Ouais. Mais voilà, de toute façon, du moment où tu vas brûler des calories, automatiquement, ça va être un peu plus difficile de prendre la masse musculaire. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà. Fred, est-ce que tu as un sujet que tu voulais aborder? Sur la prépa physique ou sur le sport de combat? Tu vois, j'ai une autre question aussi, si tu veux, sur le cutting. Salut les gars, pourquoi selon vous le cutting n'est pas interdit et durement réglementé? Est-ce que cela pourrait changer dans l'avenir? C'est compliqué, du moment que tu as des catégories de poids, mis à part en IBJF qu'ils ont réussi à le compte carré. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en IBJF, ils en ont rien à foutre de disqualifier un mec. Ouais, c'est pas pareil. Il y a 2000 compétiteurs. Donc en fait, on vous explique, IBJF, c'est le jiu-jitsu brésilien. Ouais. Nous, on est arrivé à Los Angeles. Ils te pèsent. Juste avant le combat. Avant le combat. 10 minutes avant. Ouais, même pas 3 minutes. Ouais. Tu te pèses. T'es pas au poids, tu dégages. En fait, tu peux courir 2 minutes, mais tu dégages. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de cinéma. Par contre, imaginez-vous, ça arrive à MMA, ça. On voit Dobronx Gage, qui n'était pas au poids de 100 grammes. Ouais. Il arrive, il se pèse 100 grammes de trop. Tu fais quoi? C'est le main event. Tu lui dis, mais tu repars chez toi. Le public, il devient fou. Il fait une révolution. Il 600 balles leur place. Il casse tout, le mec. Ouais. Donc, en fait, c'est là où c'est problématique. Et donc, en fait, tu es obligé de faire une pesée. Donc, il faudrait, je suis d'accord, repeser le lendemain. Un peu comme ils font le ONE FC. C'est un bon compromis. C'est bien ça. Tu peux pas reprendre. Plus que tu as une limite de poids que tu peux reprendre. Mais effectivement, remettre une pesée le lendemain, il y en a des mecs qui vont louper encore. S'ils loupent, on est mort. C'est-à-dire qu'il y a plein de combats qui vont tomber à l'eau, c'est terrible. Alors en IBJF, c'est pas grave, parce que comme c'est des tournois, et que des fois tu as 70 mecs dans la même catégorie, et s'il y en a 10 qui passent pas, tout le monde passe en général, mais s'il y en a 5 ou 6 qui passent pas, c'est pas très grave, tout le monde s'en fout. Mais par contre, si tu dois te repeser à MMA, tu peux pas le faire. À MMA, tu as 24 compétiteurs sur la soirée. En jiu-jitsu, c'est ce que tu as sur 10 minutes. Loupe, déjà, ça fait 4 combats loupés. Non, tu peux pas. Et c'est ça le plus gros problème. C'est ça le plus gros problème aujourd'hui. C'est parce que c'est un show, tu as quand même du public, tu as une carte. C'est pas un tournoi. C'est pas un tournoi, donc automatiquement, c'est assez compliqué de. Moi, je pense pour que ça change, parce que pour répondre à la question, est-ce que ça changera un jour? Faut qu'il y ait 1 ou 2 morts dans un sauna. C'est déjà arrivé. C'est arrivé. Non, en fait, ça a c'est arrivé. Du coup, le ONE a changé. Oui, il a changé, mais je veux dire à l'UFC, le jour où il y aura 1 ou 2 morts, je pense qu'ils feront quelque chose. Mais tant qu'il n'y a pas ça, c'est triste. Hein. Non, c'est terrible. De toute façon, c'est terrible. C'est terrible. De toute façon, à chaque fois, à chaque fois, malheureusement, c'est quand il y a eu un incident.
que derrière, il y a eu des sanctions et une réglementation qui a changé. Voilà. Donc voilà, les amis. Merci à tous encore pour la force. On vous remercie du soutien. Et n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo FAQ, pour la prochaine FAQ qui aura lieu la semaine prochaine. Et on vous dit à très bientôt, les amis. Merci encore à tous.